Voilà. Bon, bonjour à tous et à tous. Donc, merci d'être présents pour cette 7e conférence du projet Climat Social, qui en contient 10 en tout. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir donc Louise Pouliot. Elle est détentrice d'un doctorat en psychologie et d'un postdoctorat. Et elle a rejoint l'Institut national de santé publique du Québec après avoir enseigné, entre autres, donc, à l'Université du Québec à Montréal. Et donc, c'est son expérience de recherche à la fois qualitative et quantitative qui va être aujourd'hui intéressante à écouter parce qu'elle mène à la fois donc, maintenant des travaux scientifiques et aussi des transferts de connaissances sur les risques en santé mentale et en santé publique, dont, entre autres, les risques climatiques. Donc, un grand merci, Louise, d'avoir accepté de nous présenter tes travaux. Et puis, vous le savez peut-être, chacune des conférences du cycle Climat social est retranscrite en bande dessinée par des étudiants ou des diplômés de l'école multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais. Donc cette fois-ci, on a la chance d'avoir Jean-Benoît Soucy du cursus bande dessinée donc de l'école multidisciplinaire de l'image. Et peut-être l'avez-vous entendu, c'est quelqu'un qui est passionné de dessin depuis son plus jeune âge et qui a récemment pris la décision d'en faire son activité principale. Et Jean-Benoît est fasciné par les outils numériques et comment ils peuvent être utilisés pour la bande dessinée. Donc la biologie, l'écologie, la technologie, les sciences sociales, c'est pour lui plusieurs sources d'inspiration. Et il aime construire des histoires qui s'y rattachent avec une petite touche d'aventure. Alors, on va écouter Louise, on gardera les questions pour la fin, une séance de questions. Et pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise de demander la parole pour que j'ouvre le micro, vous pourrez poser vos questions dans l'interface de discussion ou questions et réponses. Et puis, je me chargerai de relayer les questions. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Et puis, Louise, ça va être à toi maintenant. Tu pourras le faire. Donc, c'est bon? Eh bien, je pense pas. Il faudrait que tu réessayes. Donc, je dois tenter à nouveau de télécharger, c'est bien ça? Partager l'écran. OK. Voilà. C'est Super, bon? merci. Oui. Bien, écoute, tout d'abord, je remercie Timothée de m'avoir invité ce matin pour être avec vous. Mon nom, effectivement, est Louise Pouliot et je suis conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui est au Canada. Alors, voilà. Et puis, je travaille pour l'Institut depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est ma 5e année. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, l'objet, somme toute, de ma présentation sera de vous présenter les résultats d'un projet court qui a été financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je vais aller un peu plus tard, je vais vous présenter un petit peu plus la mise en contexte. Et donc, ce projet court, en fait, avait pour objet de documenter les impacts psychosociaux négatifs des événements météorologiques extrêmes sur les travailleurs. Donc, voilà, et c'est un projet qui, sous la coordination scientifique de Ariane Adam-Poupard, donc qui est une experte dans le domaine. Donc, voilà, maintenant, excusez-moi, voilà. Donc, dans un premier temps, comme je le disais un peu plus tôt, je vais contextualiser un peu le pourquoi on est arrivé à ce projet-là court. Ensuite, je vais vous présenter les objectifs et la méthodologie qui a été arrêtée pour mener ce projet-là. Par la suite, je vais vous présenter sommairement quelques résultats qui ont découlé de ce projet-là et il en convient que je ne pourrai pas vous présenter l'étendue de ce projet-là et comme Jean-Benoît, donc le collègue avec lequel je suis associée dans ce projet-là, voilà, c'est un tiré à part, je vous dirais ce matin, que je vous offre d'un rapport qui a près de 80 pages. Donc, je vais donc y aller rondement. Par la suite, je vais vous présenter les limites de ce projet. Ensuite, je vais tirer quelques conclusions, puis je vais laisser une place aux questions et aux échanges autour de cette présentation.
Voilà. Attendez un instant, je crois que j'ai sauté quelque chose assez rapidement ce matin, hein. D'emblée, ce projet-là, il y a différents experts qui ont émis des projections climatiques on est appelé dans les prochaines années à observer, notamment au Québec, mais je crois qu'à l'échelle mondiale, à une augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements météorologiques extrêmes. Ce qui amène dans cette foulée-là à une préoccupation en ce qui concerne les impacts psychosociaux de ces mêmes événements météorologiques extrêmes. Et d'ailleurs, la communauté scientifique internationale commence depuis peu à s'intéresser à ces questions-là. Et donc, ça devient une problématique vraiment qui est en émergence. Voilà. Et dans cette foulée-là, devant les préoccupations des experts au niveau des changements climatiques, puis du milieu du travail plus largement, le gouvernement du Québec a mandaté l'Institut national de santé publique du Québec à développer des projets de recherche sur les impacts psychosociaux des changements climatiques chez les travailleurs québécois. Et à cet égard-là, à l'égard de cette demande-là du gouvernement du Québec, l'Institut national de santé publique du Québec est arrivé avec une proposition de projet court afin d'explorer la littérature sur les impacts psychosociaux des changements climatiques, mais aussi pour dégager des préoccupations des milieux de travail et de la santé publique, ainsi que d'identifier des besoins en termes de connaissances et d'intervention sur cette problématique-là en émergence, et plus spécifiquement sur trois types, je dirais, de changements ou d'événements météorologiques extrêmes qui touchent de façon plus particulière le Québec, que sont les vagues de chaleur, les inondations, les tempêtes et les feux de forêt. Et la visée, je dirais, plus large, ou le grand objectif du projet était, il l'est toujours en fait parce qu'il est en cours, de proposer des pistes de recherche et d'intervention auprès du gouvernement du Québec. Et on retient que plus largement, en fait, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui avait vraiment une préoccupation pour notamment le groupe ciblé que sont les travailleurs. D'emblée, afin de contextualiser la suite des données, des résultats que je vous présenterai qui sont tirés de ce projet-là, il convient de définir ensemble ce qu'est un impact psychosocial. Un impact psychosocial renvoie à la combinaison d'effets psychologiques et sociaux associés à un événement météorologique extrême qui affecte directement et négativement un travailleur. Et parmi ces effets psychologiques, on peut observer chez le travailleur, lorsqu'il est exposé à de tels événements, à une dérégulation des émotions, à de la détresse psychologique, de l'angoisse, de l'abattement, de la colère, et donc dans les résultats, on va décliner même d'autres effets d'ordre psychologique. Et du côté des effets sociaux, de tels événements donc peuvent aussi amener le travailleur à vivre de la précarité financière, à vivre des conflits au travail, du présentéisme, se présenter au travail, mais de ne rien faire. Donc, vous allez voir les aléas des impacts d'un événement météorologique extrême sont multiples, comme on va le voir un peu plus tôt. Et doit-on se sentir concerné par les impacts psychosociaux des événements météorologiques extrêmes? Je crois que oui, notamment, il y a eu un projet qui a été mené en 2018, un projet interne à la ville de Montréal. Et à ce moment-là, on a été voir les différents registres de demandes d'aide d'employés auprès des programmes d'aide employés. Et on a constaté à ce moment-là que 44 demandes qui avaient été faites par des travailleurs auprès du programme d'aide aux employés étaient rattachées à des états de stress post-traumatique chez ces mêmes travailleurs-là qui, notamment, avaient été impliqués
qu'ils avaient intervenu dans le contexte d'une série d'inondations qui avaient touché la grande métropole en 2017. Alors, voilà, donc, et probablement que dans d'autres, et notamment en France aussi, il y a eu de telles recherches qui ont été faites par diverses municipalités en France. Ce qui m'amène ici à recamper un peu à nouveau les objectifs et la méthodologie qui a été arrêtée dans le cadre de ce projet-là court. Et donc, le principal objectif était de déterminer quels sont les impacts négatifs des vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes et des feux de végétation sur la santé psychosociale des travailleurs. Et voilà, attendez un instant. Oh, mon Dieu, c'est pas, j'ai pas, excusez-moi. Voilà, on apprend en même temps. Donc, le projet s'articulait autour de 3 objectifs principaux auxquels étaient rattachés à ces 3 objectifs principaux des méthodologies ou des approches particulières. Donc, dans un premier temps, l'un de ces objectifs ou sous-objectifs au projet était en celui de caractériser les connaissances scientifiques sur les impacts psychosociaux négatifs des événements météorologiques extrêmes sur les travailleurs. Donc, vous aurez compris que EME renvoie à événements météorologiques extrêmes. Et pour faire cette caractérisation, on a arrêté comme méthodologie d'effectuer une recension de la littérature scientifique évaluée par les pairs sur une période de 10 ans. Le second objectif était en celui de dégager les lacunes des connaissances qu'on avait recensées et d'identifier des pistes de recherche et d'intervention prioritaires sur cette problématique-là. Et à cet égard-là, on a mené 2 rondes de consultation auprès d'acteurs clés dans le domaine de la santé au travail, dont notamment des experts en santé publique, mais aussi des représentants de différents secteurs d'emploi, dont notamment du travail social, également de la construction, des travailleurs de la voirie, de l'agriculture, donc vraiment, c'était un peu plus d'une dizaine de personnes qui ont participé, ainsi que des chercheurs qui ont participé à ces rondes de consultation. Donc, ce qui m'amène, excusez-moi encore une fois, au 3e objectif, qui était celui d'établir des priorités sur les pistes de recherche et d'intervention qui avaient été identifiées lors des rondes de consultation. Et cette priorisation-là des pistes de recherche et d'intervention ont été menées avec un groupe d'experts, je dirais, un peu plus exclusif, des experts en santé publique, notamment représentés par un ergonome, un médecin en santé publique, un chercheur et un gestionnaire qui avaient été impliqués dans le passé dans la gestion ou dans la recherche sur les événements météorologiques extrêmes. Je vous remercie. Donc, ce qui m'amène maintenant à vous présenter les résultats, comme vous allez voir, qui sont très schématisés, des connaissances qu'on a dégagées de caractériser les connaissances sur les impacts psychosociaux négatifs des événements météorologiques extrêmes sur les travailleurs. Et donc, résultats qui ont été fondés sur la recension de la littérature scientifique. Ces connaissances-là, je vais vous épargner. Donc, c'est le schéma intégrateur de toutes ces connaissances-là qu'on a recensées, un schéma dans lequel on résume ou on synthétise les observations qu'on a recueillies de 30 recherches pertinentes sur le sujet. Mais c'est pour vous voir, c'est pour vous montrer comment on a conceptualisé à la fois dans le temps différents éléments et facteurs qui interviennent au niveau des impacts psychosociaux pour les travailleurs des événements météorologiques extrêmes. Donc, voilà. Donc, d'emblée, ce qu'il faut retenir, c'est que tout événement météorologique extrême dans lesquels les travailleurs se retrouvent impliqués va induire du stress chez le travailleur. Donc, invariablement,
on se retrouve dans une situation extrême, un événement extrême. Donc, chez le travailleur, il va ressentir du stress. L'intensité et la nature de ce stress-là, donc sur le lieu, la journée même, on dirait la journée O, 0 ou 1 de l'événement, l'intensité de stress-là va être notamment modérée par une série de facteurs. Et notamment, le stress ressenti par le travailleur va dépendre du type d'emploi qu'il a, c'est-à-dire notamment, est-ce que c'est un travailleur de première ligne ou de deuxième ligne? Par exemple, si c'est un travailleur de la voirie qui a justement, donc, mon Dieu, par exemple, à mettre des barrages, etc., ou si c'est un travailleur social qui doit intervenir auprès des personnes sinistrées, ça va avoir un impact sur la nature de son stress. Également, un autre élément qu'on a relevé dans la littérature, c'est la formation que les intervenants ou que les travailleurs de première ou de deuxième ligne ont ou non sur leur capacité d'intervenir en situation d'urgence. Ça, c'est un facteur très important. Et si on n'a pas cette formation-là, on va être un peu plus démuni, on va ressentir un peu plus de stress. Également, un autre facteur important qu'on a vu, qu'on a déterminé, c'est les années d'expérience du travailleur dans ses fonctions. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, si on a plus d'expérience, bien, on va jauger avec la situation de façon, de manière plus facile. Également, on a identifié dans la littérature que selon le genre, bien, notamment, on a observé que les femmes vont vivre, les femmes qui interviennent dans de telles situations vont vivre un peu plus de stress que les hommes. Alors, donc, voilà. Également, toute chose étant égale par ailleurs, l'âge. Donc, les travailleurs plus âgés vont composer un peu plus facilement avec la situation que des travailleurs plus jeunes. Parce que, bon, on a plus d'expérience en vieillissant face à divers événements. Un autre élément intéressant qui a été soulevé dans la littérature, c'est la présence ou non dans l'historique du travailleur d'avoir fait l'expérience de trauma dans sa vie, d'événements traumatiques dans sa vie, parce que l'événement météorologique en tant que tel, c'est un événement stressant. Il peut y avoir des éléments dans la situation qui peut ramener le travailleur à revivre des traumas préalables. Il peut y avoir, par exemple, si dans la situation, il est exposé par exemple, à la destruction de son domicile ou qu'il est en contact avec quelqu'un qui est en forte détresse puis qui a vécu de la détresse lui-même dans le passé, dans un événement qu'il a vécu dans sa vie, ça peut faire en sorte que le travailleur va vivre un peu plus de stress dans la situation. Et également, on a relevé dans la littérature que certains traits de personnalité chez certains travailleurs vont moduler le stress que le travailleur va ressentir dans de telles situations, dont notamment l'optimisme. Il y a certains travailleurs qui ont, dans leur trait de personnalité, ont tendance à être plus optimistes que d'autres. Alors, donc, ces personnes-là vont ressentir moins de stress, ainsi que des personnes, puis là, j'arrive dans un jargon un peu, certains travailleurs qui ont un locus de contrôle plus interne, c'est-à-dire qui ont plus tendance à dire « j'ai le contrôle dans ma vie sur ce qui m'arrive » versus des personnes qui vont reporter plus la responsabilité de certains événements vers l'extérieur, mais ces personnes-là vont ressentir plus de stress. Dire « oh mon Dieu, il m'arrive quelque chose, je ne sais pas quoi faire avec ». D'autres personnes vont dire hey, « j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour faire face à l'événement ». Donc, j'espère que je n'ai pas été trop dans le jargon. Voilà. Également, ce qui est important, attendez un instant, j'ai été encore un petit peu trop vite. Il faut y aller en toute douceur. Également, ce qui est important à retenir, donc on a vu qu'il y a certains facteurs propres à l'individu qui vont déterminer la teneur du stress ou l'intensité du stress qu'il va ressentir, mais aussi bien souvent, les événements météorologiques extrêmes vont engager dans leur sillage des événements collatéraux. Et ces événements collatéraux, le travailleur soit va les expérimenter dans sa vie personnelle ou encore dans le contexte de l'exercice de ses fonctions en tant que telles sur le terrain. Et donc, je dirais l'expérience par le travailleur de ces événements ou non
dans sa vie personnelle ou professionnelle au moment de l'événement ou dans les jours qui vont suivre, vont ajouter au stress qu'il vit ou qu'il subit face à cet événement-là. Et notamment, bon, certains d'entre eux pourraient se retrouver, être confrontés au décès d'un proche parce que lors de grosses tempêtes, notamment lorsqu'il y a eu les tempêtes en Louisiane avec Katrina, tout ça, bien, il y a certains travailleurs qui se retrouvés confrontés au décès d'un proche. Certains travailleurs aussi dans de telles situations peuvent se retrouver également à devoir être évacués de leur domicile parce qu'il y a un danger pour eux. Certains travailleurs aussi vont se retrouver dans l'exercice de leur fonction à être mobilisés dans une autre municipalité pour donner un coup de main. Et donc, ils vont vivre l'éloignement de leurs proches. Également, au niveau professionnel, ils peuvent aussi se retrouver confrontés à des horaires atypiques, parce que là, on est dans un état d'urgence. Se retrouver aussi dans un conflit de rôle entre je dois prendre soin de ma famille, mais d'autre part, je me retrouve dans une situation où je dois intervenir dans une autre localité avec des étrangers pour leur donner un coup de main. Également, certains travailleurs aussi vont se retrouver que leur domicile va être inaccessible, détruit. Ils vont se retrouver aussi des fois, eux aussi également, à être évacués et donc se retrouver à devoir loger dans des habitations rudimentaires, hein, des hébergements de fortune, dans des écoles et tout ça. Et donc, bien souvent, dans ces situations-là, bien, ils vont se retrouver dans une situation de surpeuplement. Donc, puis, avec des lits de fortune, de campement dans des écoles, ou etc. Donc, également, donc, un autre élément, mais je ne vais pas tous les passer, donc c'est tous les événements, je ne passerai pas tout en revue, tous ces événements-là, mais le travailleur aussi peut se retrouver en surcharge de travail parce qu'on a besoin de mobiliser plusieurs personnes sur de longues heures, donc fait que ça va ajouter du stress. Et notamment, comme par exemple les premiers répondants, ainsi que les travailleurs sociaux qui sont mobilisés dans de telles situations, peuvent se retrouver exposés de manière répétée à des récits de victimes sinistrées. Ça fait partie de leur fonction ou des fois des effets collatéraux de leur intervention dans de telles situations, ce qui ajoute au stress qu'ils vivent. Et notamment au niveau des premiers répondants, lorsqu'on parle par exemple des pompiers qui interviennent, ils peuvent se retrouver avec la tâche un peu difficile de récupérer des cadavres. Donc, et aussi, bon, ça peut arriver aussi à l'occasion que le travailleur, parce qu'il intervient dans de telles situations, il peut se retrouver à être blessé. Donc, parce que des fois, il y a des débris dans l'eau, etc. Donc, il peut se retrouver blessé. Donc, et aussi, et se retrouver que des collègues aussi se retrouvent à avoir des accidents de travail dans le contexte du travail, d'intervenir dans de telles situations. Fait que donc, on voit que donc, c'est pas toujours simple pour, voilà, pour le travailleur. Et donc, bien souvent, on occulte tous ces aspects-là collatéraux de l'événement en tant que tel pour les travailleurs. Donc, néanmoins, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le sillage et tout ça, et dans le stress qui peut être ressenti par le travailleur, il existe, c'est identifié dans la littérature, certains facteurs tampons qui vont voir réduire l'intensité du stress ressenti par le travailleur, mais aussi réduire le choc vécu par le travailleur. Et à cet égard-là, la littérature nous renseigne que certains travailleurs possèdent déjà des stratégies d'adaptation pour faire face au stress, dont notamment il y a des gens qui sont plus, qui vont avoir cette tendance-là à aller chercher de l'aide aux autres, alors que certains travailleurs, c'est moins le cas. Aussi, le soutien social entre travailleurs va aider beaucoup pour faire face à cet événement-là. De même que le soutien aussi social dans sa propre famille. Hein. Donc, si on bénéficie d'un environnement social ou professionnel soutenant, ça va réduire aussi le stress vécu par rapport à son travail du fait d'intervenir dans de telles circonstances. Et il y a aussi l'efficacité collective de la communauté à faire face à de tels événements-là. Fait qu'il y a certaines communautés qui sont plus résilientes, qui sont mieux outillées collectivement pour faire face à ces
à ces événements-là et ça va avoir un impact à terme sur le stress vécu par le travailleur. Ici, retenons qu'en fonction des différents facteurs que j'ai énoncés un peu plus tôt, des facteurs à la fois personnels, sociaux et tout ça, il est possible que malgré tout, hein, c'est ça, c'est la combinaison de tout ça, ça va faire que pour certains travailleurs, les ressources du travailleur ne sont pas nécessairement suffisantes ou les ressources sociales en place ne sont pas nécessairement suffisantes pour permettre je dirais, sans jeu de mots, aux travailleurs hein, de surfer sur la vague du stress généré par l'événement. Et c'est possible à ce moment-là, dans les jours ou les semaines suivant l'événement météorologique extrême, que le travailleur se retrouve à faire l'expérience d'un état de stress aigu. Et là, encore une fois, si le travailleur n'a encore vraiment pas toutes les ressources ou que ses conditions de travail ne sont pas soutenantes et tout ça, là, il est possible que ça se que ce stress-là, cet état de stress-là devienne un peu plus chronique et que là, le travailleur bascule vers un état de stress post-traumatique. Mais ça, c'est à peu près vers au-delà à peu près de 4 semaines que là, le travailleur peut basculer dans cet état-là si vraiment sa vie a éclaté à tous les niveaux parce qu'on a vu qu'il y avait des événements collatéraux. Mais là, si ça devient qu'il y a vraiment trop de choses, je dirais, dans l'assiette du travailleur, ben là, à ce moment-là, il est possible à ce moment-là que le travailleur se retrouve à vivre ce qu'on appelle un trouble de santé mentale, qui est un état de stress post-traumatique. Et cet état de stress post-traumatique, bien souvent, va se retrouver dans le tableau clinique. Bien souvent, va se retrouver, le travailleur va aussi bien souvent se retrouver à faire de l'abus de substances, notamment alcool ou drogue, pour amoindrir sa détresse psychologique. Et aussi, des fois, dans le tableau clinique, on va retrouver aussi que le travailleur va vivre de la dépression parce que bien souvent, l'état de stress post-traumatique se retrouve bien souvent en comorbidité avec la dépression et l'abus de substances. Donc, puis, si vous avez des questions un peu plus tard, je pourrai y revenir. J'essaie d'y aller rondement. Donc, maintenant, ça nous amène aux impacts psychosociaux, parce que là, jusqu'à présent, on a regardé plus les impacts psychologiques sur le travail, le travailleur, mais encore là, c'est pas... le travailleur aussi peut vivre aussi des enjeux parce que le stress qu'il a, l'accumulation de facteurs de stress dans sa vie peut avoir des incidences aussi dans sa vie plus au niveau social. Donc, le travailleur, s'il est vraiment donc, en détresse psychologique et tout ça, ça pourrait amener à ce moment-là à ce que le travailleur ait des problèmes conjugaux dans sa famille, avec sa conjointe ou son conjoint, donc des conflits. Le travailleur pourrait aussi, à ce moment-là, décider hey, « j'en ai vraiment marre de tout ça » et décider de se mettre à la retraite. Le travailleur aussi, si vraiment il est comme en détresse, bien, il pourrait à ce moment-là se retrouver au travail. Il se présente au travail, mais il n'est pas capable de travailler parce qu'il est vraiment submergé par toutes sortes de difficultés et tout ça. Donc, on a vu aussi dans la littérature qu'au niveau des impacts psychosociaux, certains travailleurs vont décider de démissionner de leur poste. D'autres, voire même, vont décider d'aller vers une réorientation professionnelle. Moi, je ne veux plus être un premier répondant, je ne veux plus être un pompier, je ne veux plus être travailleur social, j'en ai soupé tout ça. Et aussi, faire l'expérience de conflits au travail aussi. Parce que là, justement, si l'employeur n'est pas soutenant, puis tu as des difficultés aussi à la maison, etc. Donc, puis avec les collègues, hein, tout le monde est un peu sur les dents. Donc, à cause de l'implication de tous et chacun dans l'événement, dans les aléas de l'événement météorologique extrême, ben, ça peut être à ce moment-là l'occasion pour plusieurs travailleurs de vivre des conflits au travail. Donc,
Mais là, en parallèle de tout ça, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire, d'assez intéressant qui peut se produire. C'est qu'en fait aussi, on remarque chez un nombre significatif de travailleurs le phénomène qu'on appelle de reconstruction cognitive. Parce que, puis je vais vous expliquer ça, c'est que l'événement météorologique ou l'événement climatique avec les séquelles, hein, les événements collatéraux qu'on a tout vu, peut amener un bouleversement profond chez le travailleur et notamment au niveau de ses croyances et de ses repères existentiels. Notamment, bon, la vie est juste, donc on a toutes sortes de préconceptions par rapport à la vie. Il arrive juste des bonnes choses aux bonnes personnes, mais là, avec un événement de cette ampleur-là, ça peut amener le travailleur à un bouleversement très important de ses croyances, de ses repères. Donc, et à ce moment-là, le travailleur va s'engager dans un processus de donner un nouveau sens à l'événement et voire même à sa vie. Et c'est un processus qui est, selon la littérature, consolidé 3 à 4 semaines suivant l'événement climatique. Donc, voilà, je viens de vous synthétiser ce beau schéma-là. Alors, mais vous comprendrez donc c'est plutôt, et ce qui m'amène donc un peu à une discussion, un peu une conclusion sur cet aspect-là, pour vous dire donc que, comme on peut le constater, c'est un processus complexe, les impacts psychosociaux, et bon, l'impact, en fait, des changements climatiques sur les travailleurs, et on voit que ça amène l'intervention de plusieurs facteurs, à la fois personnels aux travailleurs, des facteurs environnementaux, des facteurs liés au travail en tant que tel, des facteurs sociaux. Et il faut retenir que c'est vraiment un schéma, c'est vraiment un cadre conceptuel qui n'est pas validé. Et on retient aussi que l'état actuel des connaissances ne permet pas de délimiter la nature ou des processus en cause. C'est plutôt, je dirais, un schéma de travail, mais quand même inspiré des connaissances que nous avons plus largement sur les événements majeurs dans la vie donc, et sur des modèles qu'on appelle biopsychosociaux du stress. Donc, on n'est pas tombé des nues, on n'a pas inventé rien, mais c'était juste pour mettre un cadre à toutes ces connaissances-là. Donc, voilà, je vais y aller rapidement parce que je vois que le temps file. Donc, j'arrive ici au deuxième objectif qui était donc notamment de dégager les lacunes dans la littérature, mais aussi d'identifier des pistes et des enjeux prioritaires de pistes de recherche et d'intervention. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, cela était fait de concert et dans le contexte de rondes de consultation avec des acteurs de première ligne, donc des intervenants, de première ligne et des travailleurs de divers secteurs d'emploi qui sont susceptibles d'être touchés par de tels événements dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, notamment, on a identifié avec ces acteurs clés-là que les travailleurs potentiellement les plus à risque d'impacts psychosociaux sont les premiers intervenants déployés pendant et après le sinistre et les intervenants rémunérés et bénévoles, dont notamment ceux qui interviennent, les bénévoles qui travaillent bénévolement pour la Croix-Rouge. Et on nomme, sans que je vais décliner tout le monde, mais notamment, on parle ici de premiers répondants, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, de même que les intervenants sociaux, psychologues et travailleurs sociaux. Et aussi, ici, on a mis vraiment en gras les agriculteurs. Donc, ils sont souvent un peu laissés pour compte dans de telles recherches, mais les agriculteurs sont particulièrement touchés. Alors, et au besoin, donc on pourra vous faire suivre, je pourrais vous faire suivre la présentation. Voilà, attendez, au total. Donc aussi, troisième objectif de ce projet-là était d'établir des priorités et des pistes de recherche et d'intervention pour faire face à de tels aléas et donc
comme je vous disais, à ce moment-là, ça avait été donc encadré avec des experts en santé publique autour de la question. Attendez un instant. Et à cet égard-là, donc au final, en raison du contexte particulier du Québec, les experts et les acteurs clés qu'on a consultés ont dit, ben voilà ce qui est prioritaire pour le Québec. Ce sont toutes les situations qui impliquent des vagues de chaleur et les inondations. C'est ce qui nous touche plus particulièrement au Québec. Et là, ils ont décliné, ils ont priorisé des pistes de recherche et d'action qui concernent plus particulièrement ce type d'événements climatiques qui touchent donc les vagues de chaleur et les inondations. Et je vous arrive ici avec un exemple de piste de recherche priorisée qui était notamment de réaliser une étude sur les impacts psychosociaux des inondations chez les travailleurs. Et à cet égard-là, donc, l'objectif général de ce projet-là, qui est en cours, est celui de développer donc, des connaissances sur les impacts psychosociaux chez les travailleurs des inondations au Québec. Et ce, par la mise en place de mesures. La méthodologie arrêtée comporte 2 volets, dont tout d'abord de mener une analyse des données d'indemnisation sur une période de 10 ans des travailleurs qui se sont retrouvés confrontés à des inondations. Et le second volet de mener une enquête par questionnaire auprès d'intervenants qui ont d'intervenants de première ligne qui ont été impliqués dans la gestion d'inondations majeures au Québec. Projet qui est coordonné par Ariane Adam-Poupard et dont les résultats sont attendus en 2022. À ce moment-là, je vous inviterai à contacter la chercheure responsable. Donc, ce qui m'amène aux limites et aux défis méthodologiques qu'on a rencontrés dans le cadre de ce projet court. Notamment au niveau de la littérature, de la recension de la littérature scientifique, on ne peut pas établir d'inférence de causalité. Hein, donc, les événements climatiques ont nécessairement un impact, des impacts psychosociaux, tout simplement parce que ces études-là sont sujets à divers biais méthodologiques. Donc, notamment parce que la plupart de ces recherches-là ont été faites de façon rétrospective, des fois 3 mois, 6 mois ou 1 an après l'événement climatique. Et donc, on n'a pas de données comparatives avant l'événement, de telle sorte qu'il est possible que dans la vie du travailleur, il s'est passé autre chose qui explique son bouleversement, puis sa détresse psychologique, puis qui n'a peut-être rien à voir avec l'événement climatique. Notamment, c'est parmi les biais. Je vais vous épargner le reste. Pour ce qui est du processus du volet du projet qui constituait à consulter des acteurs clés, il y a quand même des secteurs d'activité qui étaient absents, dont la pêche et la foresterie. Fait qu'on n'a pas pu connaître leurs priorités, puis connaître les enjeux propres au changement climatique sur ces travailleurs-là qui travaillent dans le contexte de ces secteurs d'activité. Les principales retombées du projet, bien notamment, ça permet d'avoir de nouvelles connaissances sur une thématique en émergence et préoccupante, d'identifier, notamment pour le Québec, mais je crois que aussi ça peut avoir certaines consonances pour d'autres pays sur le globe, notamment des pistes de recherche et d'intervention qui sont jugées prioritaires, et ça a permis la sensibilisation accrue du réseau de la santé au travail et des milieux de travail de cette problématique en émergence et la mise en place de collaboration. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Et je laisse la place aux questions et commentaires en espérant que j'ai donné un rendu le plus clair possible de la chose qui est quand même un phénomène plutôt complexe, on en convient.
Voilà. Et je remercie Léla Deger. Elle va être donc sur l'enregistrement parce qu'elle a vraiment été d'un soutien à toutes les étapes de ce projet-là. Merci. Eh ben, un grand merci, Louise, pour le résumé de ce projet qui, j'imagine, on aurait pu en parler pendant très longtemps. Tout à Je fait, c'est coupe juste. l'enregistrement.